quotidien, j'aide les entreprises à mettre en place des solutions analytiques. Donc, j'aide les entreprises à valoriser des données à travers le reporting, donc les tableaux de bord, les rapports. Et pour ça, on a besoin de beaucoup d'accompagnement, mais aussi beaucoup de formation, puisque de plus en plus d'utilisateurs se lancent là-dedans, se lancent dans l'analyse. Il y a un forum à Paris, pour ceux qui sont sur Paris, un forum qui s'appelle, je crois, Journée Québec, où tu as toutes les entreprises qui souhaitent recruter, qui viennent. Moi, c'est comme ça que j'ai eu une promesse d'embauche. C'est un forum où tu as tous les grands acteurs de la tech et tous les grands acteurs de Montréal qui ont des stands. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, il faut penser à s'inscrire. Il faut s'inscrire, c'est sur inscription. Par exemple, SAP, on peut faire ses extractions tous les matins, puis aller dans Excel, puis avoir des macros ou ce que vous voulez pour automatiser. Encore les macros pour les plus avancés d'entre nous. Et c'est peut-être pas la bonne approche. Parce que c'est très artisanal, très manuel, beaucoup de sources d'erreurs, beaucoup de travail. Et je parle même pas de passer ça à son collègue, expliquer à ton collègue comment tu as fait tes rapports, très difficile à documenter, parce que chacun fait un peu à sa façon, avec ça. Donc on a besoin de standardiser déjà cette étape d'automatisation, de transformation des données. C'est là où ça devient intéressant d'avoir des outils un peu plus poussés. Bonjour et bienvenue sur Data Academy, la chaîne dédiée à la fois aux formations et Success Story Data. Je suis Charlotte Pimon, Data Scientist. Avec Emily, nous avons mis en place Data Academy pour proposer des formations autour de la data et des technologies liées à la data, notamment DataIQ, Python, Power BI, Tableau, Excel et Git. Et en plus de cela, nous avons cet espace d'échange entre experts de la data pour aborder différents sujets autour de la data. Bonjour Émilie, bonjour Benjamin. Bonjour Bonjour à vous Charlotte. deux. Bonjour à tous. Je suis Émilie Brenda, data ingénieure. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir sur les studios Data Academy Benjamin, qui est expert data analyst, mais également et surtout formateur Power BI. Donc aujourd'hui, on a l'occasion de discuter avec lui de sa perception de la data analyse, des formations qui sont proposées par un grand panel d'entreprises, mais également de la vie au Canada et de comment trouver un travail quand on est data analyst. À quel point est-ce que on peut devenir expert data analyst quand on se reconvertit, quand on n'a pas du coup les bases en data. Donc voilà, merci Benjamin d'avoir accepté l'invitation et bonjour Student Academy. Merci à vous deux pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous, puis j'ai hâte d'échanger avec vous. Ok. Alors pour commencer déjà, est-ce que tu peux te présenter, même si j'ai un peu spoilé pour les personnes qui ne te connaissent pas? T'as déjà bien résumé, effectivement. Je m'appelle Benjamin Eisenberg, je suis français. Effectivement, comme tu l'as mentionné, je suis au Canada depuis 3 ans. Et au quotidien, j'aide les entreprises à mettre en place des solutions analytiques. Donc, j'aide les entreprises à valoriser des données à travers le reporting, donc les tableaux de bord, les rapports. Et pour ça, on a besoin de beaucoup d'accompagnement, mais aussi beaucoup de formation, puisque de plus en plus d'utilisateurs se lancent là-dedans, se lancent dans l'analyse, se lancent dans le reporting. Il y a du self-service, vous savez, c'est-à-dire que on met à disposition de plus en plus des outils. Il y a encore 5 ans, on connaissait pas ces outils. Il y avait Excel et puis that's it. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui arrivent, qui émergent. Je parle même pas de ChatGPT. Et donc, on doit accompagner les équipes justement pour les former, les coacher à ces nouvelles technologies, et particulièrement sur la partie data pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. D'accord. Et du coup, Benjamin, toi, tu as quel parcours au juste? Est-ce que tu as fait une école d'ingé? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique avant Mm. ton parcours professionnel? Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai fait une école de management à Évry, qui est très orientée dans l'IT, très orientée dans la data, les technologies. Et initialement, donc j'avais un profil IT assez généraliste et je suis parti faire du conseil.
du conseil en management. Et progressivement, je me suis orienté. En tout cas, j'ai eu de l'intérêt pour la data science. Et il y a maintenant, je crois, 5 ou 6 ans, j'avais fait à l'époque le bootcamp de Polytechnique de data science. Donc, il existe encore aujourd'hui. Il y a un bootcamp à Polytechnique de data science. Ça m'avait permis finalement au-delà de mes auto-formations, parce que je m'étais formé sur Internet, un peu comme tout le monde, hein, j'avais le goût de Python, je codais Python déjà depuis pas mal de temps. Là, j'ai validé ça avec je dirais, une formation pour accélérer tout ça. Et puis, voilà, j'ai continué plus conseil, mais cette fois-ci sur la partie data. Puis j'ai progressivement cheminé vers la business intelligence et Power BI. Et aujourd'hui, c'est ma spécialité. Wow, un parcours assez intéressant. Est-ce que du coup tu pourrais un peu nous parler de la raison pour laquelle tu as décidé de partir au Canada? C'était quoi le déclic qui a fait que tu t'es dit qu'il fallait t'expatrier? Ouais. En fait, je crois que j'ai fait 5 années en France et je me plaisais bien. Moi, j'étais à la Défense. Je travaillais à la Défense et quand on est dans le conseil, comme vous le savez, on a la chance de travailler dans des grands comptes, les jolis comptes du CAC 40. Donc, ça donne quand même de très belles expériences et puis c'est assez sympa. Mais on avait envie, dans le cadre avec ma conjointe, hein, on avait envie un peu de changer d'air, comme beaucoup de gens, hein, quand ils sont avant la trentaine, on a le temps pour des projets comme ça. Donc il y a plusieurs destinations qui sont populaires et une destination qui est très populaire, évidemment, c'est le Canada. Et donc c'est pour ça on est parti. En fait, on a cherché, je pense, pendant 6 mois ou un an, le temps d'avoir vraiment le visa qui fonctionne bien. Et puis on a tenté, on s'est dit on tente, puis au pire on peut toujours rentrer. Puis tu vois là, ça fait 3 ans et on y est encore. Et du coup, en termes de procédure, quelle a été la procédure que vous avez adoptée? Est-ce que vous êtes passé par des cabinets de conseil? Est-ce que vous êtes passé par des plateformes? Est-ce que tu peux Mhm. nous en dire plus? Oui, alors nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le permis vacances-travail. Donc n'importe D'accord. qui, je crois il faut avoir moins de 35 ans, mais tu peux faire une demande. Tu peux dire voici, voilà, je suis un professionnel dans tel secteur, je soumets ma demande pour venir au Canada. Et il y a ce permis qui est assez intéressant parce que c'est un permis, comme son nom l'indique, tu peux rester en vacances. Vacances, ça veut juste dire, t'es pas obligé d'avoir un travail, de justifier d'un travail. Tu peux changer de travail pendant ces deux années. Ça, c'est très intéressant. Par contre, il y a beaucoup de compétition pour avoir ce permis. Donc ils vont évaluer ton dossier, puis tu vas tomber dans un bassin d'emploi en fonction de ta spécialité. C'est sûr que nous, dans nos spécialités, il y a beaucoup de demandes, mais tu vois, nous, ça nous a quand même pris 2 tentatives pour être retenu au final. Et le grand avantage de ce permis, c'est que tu as la liberté. Une fois que tu arrives, tu as la liberté de travailler pour un employeur, changer d'employeur. Contrairement à si tu passes directement par un employeur et que lui fait les démarches pour toi, tu vas être attaché à cet employeur Oui, pour ton visa, pour ton permis de travail. effectivement. Mm. D'accord, donc tu parlais de ce permis vacances. Est-ce que tu peux en dire plus? C'est-à-dire que à quel niveau est-ce qu'on va récupérer enfin les documents nécessaires? Comment est-ce qu'on passe, je sais Mm. pas s'il y a un examen à réaliser. Est-ce que tu peux être plus précis pour les personnes qui justement veulent également s'orienter vers cette Ouais, démarche? euh, bien sûr. Alors, faut savoir que c'est extrêmement bien documenté. Il y a un site qui s'appelle PVTist. Donc, pour les gens qui s'intéressent au PVT, il y a un site et il y a une très grande communauté, même sur Facebook. Il y a plusieurs groupes qui vont s'entraider où vous allez avoir toutes les informations en quasiment temps réel sur ce qui se passe. Et c'est un dossier à soumettre. Alors, j'ai pas tous les détails en tête pour être honnête, Ouais. mais il y a un dossier à faire, il y a des frais à payer, il y a des documents à récupérer sur votre parcours, etc. Évidemment, mais si vous êtes déterminé, ça se fait très très bien. Il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre, faut être sélectionné à la fin de la journée. Il faut que vous soyez sélectionné. Donc ça se peut que vous soyez pas sélectionné du premier coup. Il y a des critères de sélection ou c'est pas vraiment il faut pas avoir un niveau d'études, il faut pas justifier Si, si. Alors, d'expérience. ouais. En fait, si je me trompe pas, alors moi je suis pas expert en immigration, mais si je me trompe pas, ils vont évaluer tu vois, c'est de l'immigration sélective, tu vois. Ils vont choisir, ils vont Ah, regarder d'accord.
Et s'ils s'aperçoivent que tu es électricien et qu'il n'y a pas d'électricien en ce moment au Québec, tes chances augmentent, tes chances explosent d'être admis ici. Voilà. Après, il faut savoir ici que par rapport à la France, il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Donc dans l'IT, dans certains domaines de l'IT, il y a des besoins, mais aussi pour tous les métiers, c'est ça. D'accord, d'accord, assez intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton évolution au Canada quand tu es arrivé, comment ça s'est passé? Donc toi, tu avais un permis vacances, tu avais la possibilité. Mm. Est-ce que tu avais déjà un contrat? Alors personnellement, moi et ma conjointe, on avait déjà signé plusieurs mois avant d'arriver. Il y a un forum à Paris pour ceux qui sont sur Paris, un forum qui s'appelle, je crois, Journée Québec, où tu as toutes les entreprises qui souhaitent recruter, qui viennent. Oui. Moi, c'est comme ça que j'ai eu une promesse d'embauche. C'est un forum, donc tu as tous les grands acteurs de la tech et tous les grands acteurs de Montréal qui ont des stands. C'est vraiment très très intéressant. Donc, faut penser à s'inscrire. Faut s'inscrire, c'est sur inscription. Mais c'est incroyable puisque en fait, c'est du speed dating, mais pour le recrutement. Et tu peux comme ça, en 15 minutes, tu peux décrocher une promesse d'embauche. Donc c'est parfait. Que vous ayez un permis d'ailleurs ou pas. Ou si vous n'avez pas de permis, et qu'ils sont intéressés par votre CV, ils vont vous aider à faire les démarches. Ils ont l'habitude. Oui, effectivement, je confirme, c'est un forum qui est très intéressant. J'y ai participé 2 fois, je crois en 2019 et 2020. Effectivement, c'est très intéressant. Tu retrouves des grandes entreprises, tout ce qui est des entreprises du 440, quoi. Tu les retrouves, oui, effectivement. Ouais. D'accord. Et donc, une fois que vous arrivez au Canada, ta conjointe et toi, enfin, je sais pas, en tout cas, parlons de toi, tu travailles pour cette entreprise-là, tout se passe très bien. Et puis, enfin, après, c'est quoi la suite de l'histoire? C'est sûr, quand tu arrives au Canada, ça prend une petite période d'adaptation. Je sais pas si vous êtes au courant, la météo est un peu différente au Québec par rapport à la France, notamment l'hiver, par exemple. Il y a une petite période d'adaptation, il faut s'habituer à l'accent, mais rien de bien méchant. Et dans les entreprises, en fait, la communauté francophone est très grande. Et quand je parle francophone, c'est pas seulement la France, hein, c'est les pays tous les pays francophones d'Europe, d'Afrique et même au-delà. Mhm. Donc, c'est quand même une ville. Moi, je suis à Montréal, hein, c'est une ville très multiculturelle et dans les entreprises, ça se ressent et c'est très très bien. Et le coût de vie? Moi, c'est sûr. Pardon? Le coût de vie? Le- le coût de la vie. Euh, alors, théoriquement, les salaires sont plus élevés ici, un peu plus élevés tendanciellement. Euh, Moi, dans mon expérience, je trouve ça assez similaire le niveau de vie. Je trouve ça. Mais après, en fait, il y a des gens qui disent qu'on gagne mieux ici, que tu as des plus grandes superficies dans les appartements, ce qui est vrai. Les appartements sont beaucoup plus grands et un peu moins chers, enfin beaucoup moins chers que Paris, ce qui n'est pas difficile. Euh, Après, faut mettre tout bout à bout exactement en fonction du style de vie de chacun. Moi, je trouve que c'est assez similaire. Mhm. C'est sûr que le style de vie, par contre, est un peu différent. C'est un peu plus cool. L'ambiance est beaucoup, beaucoup plus détendue dans les entreprises. On fait moins d'heures, hein, on finit tôt et c'est normal. Donc voilà, c'est un peu différent, mais c'est pas non plus une adaptation très, très difficile. Est-ce qu'on peut revenir un peu Mm. sur la data analyse? Est-ce que tu pourrais déjà Ouais, expliquer à ceux qui sont novices sur ce sujet de quoi il s'agit quand on parle de data analyse et les ouais. débouchés de la data analyse? Ouais, les outils des data analyse, c'est toutes les pratiques et toutes les approches qui permettent aux entreprises de répondre à des questions business en utilisant les outils data. Donc la statistique, le machine learning, la visualisation de données, tous ces outils-là mis au service d'un métier en particulier pour l'aider. Et moi, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle la business intelligence, c'est-à-dire de construire des outils décisionnels. Euh, Ok. Armer finalement les entreprises avec des indicateurs, des tableaux de bord pour piloter l'activité et Oui. pour être en mesure de comprendre finalement ce qui se passe, de prendre les décisions et d'avoir des outils opérationnels que un directeur financier peut utiliser, un directeur marketing, etc.
D'accord. Mm. C'est vrai que c'est des termes, enfin, quand on est en plein dedans, dans le métier de data, Mm. on a l'impression que tout le monde, enfin, que pour tout le monde, c'est évident, Power BI, des reporting. Pourtant, Mm. en réalité, c'est pas le cas parce que moi, par exemple, qui ai une famille, enfin, qui a ma sœur qui est contrôleuse de gestion, bon, en fait, Mm. elle connaît très bien SAP, elle travaille beaucoup avec Excel. Par contre, il y a des jours où elle me dit, elle aimerait vraiment pouvoir réaliser des rapports Mm. très intuitifs. Elle aimerait ne plus avoir à se casser la tête avec les TCD sur Mm. Excel et pouvoir avoir des rapports dynamiques qui évolueraient au fil du temps avec des sources différentes. Voilà quoi. Donc, est-ce que tu peux un peu nous montrer du coup l'avantage justement de travailler avec Power BI, avec ces différents outils de reporting là, par rapport à travailler avec Excel par exemple? Ouais. Bah, Excel, ça reste le couteau suisse universel Mhm. que tout le monde utilise et qui va rester là, c'est clair. Euh, Mais en fait, il vient un moment où on a besoin d'automatiser les choses. Ça peut être un premier. J'ai l'impression que par exemple pour ta sœur, ça peut être assez parfois irritant. Exemple, SAP, bah, on peut faire ses extractions tous les matins, puis aller dans Excel, puis avoir des macros ou ce que vous voulez pour automatiser. Encore les macros pour les plus avancés d'entre nous. Et c'est peut-être pas la bonne approche. Peut-être pas la bonne approche parce que c'est très artisanal, très manuel. Beaucoup de sources d'erreurs, beaucoup de travail, et je parle même pas de passer ça à son collègue, expliquer à ton collègue comment tu as fait tes rapports, très difficile à documenter, parce que chacun fait un peu à sa façon, avec ça. Donc on a besoin de standardiser déjà cette étape d'automatisation, de transformation des données. C'est là où ça devient intéressant d'avoir des outils un peu plus poussés. Alors les gens qui sont très techniques, ils vont aimer aller vers du Python par exemple. Peut-être qu'ils sont à l'aise avec le Python, ils veulent le faire comme ça. Mais le Python, bah, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas là. Je pense que tous les trois, on adore le Python, mais tout le monde, malheureusement, et c'est normal, ne peut pas. Peut-être dans 1 ou 2 ans, ChatGPT le fera pour nous, mais pour l'instant, c'est pas à la portée de tout le monde. Euh, et donc, il y a un outil dans le monde Microsoft. Alors là, si on tombe dans le monde Microsoft, il y a un outil qui s'appelle Power Query, par exemple, qui existe dans Excel, qui existe dans Power BI, qui est un outil no-code. C'est-à-dire, je clique sur des boutons et ça me fait mes transformations, ça me fait mes jointures, tout ce que je ferais en SQL avec plein de lignes de code. Je clique sur des boutons, ça me fait mes transformations. Là, ça, c'est une porte d'entrée incroyable. Par exemple, moi, les contrôleurs de gestion, j'en forme des dizaines et des dizaines très régulièrement. C'est déjà une porte d'entrée incroyable de se dire, OK, j'ai mon reporting que je dois faire toutes les semaines, tous les mois. Il y a une partie que je peux automatiser, je peux standardiser le processus, ça va se documenter tout seul. Et en plus, le matin, j'arrive, j'appuie sur un bouton et ça se met à jour. C'est déjà un bout. Et puis, Émilie, j'espère que tu vas former ta sœur là-dessus d'ailleurs. C'est déjà un premier bout du chemin où tu peux dire, waouh, là, j'utilise vraiment des outils qui sont des outils qu'on nous, on pourrait qualifier d'ETL. D'ETL, si on Oui. utilise des termes data, ça, c'est vrai, des vrais outils qui font vraiment le job. Mais pour toi, qui est contrôleur de gestion ou qui est responsable marketing ou ce que tu veux, juste ça va automatiser ton travail. Ça va automatiser ton travail et tu vas pouvoir le partager plus rapidement, plus efficacement, avec plus de fiabilité. Donc ça, souvent, c'est l'étape numéro 1, c'est dire comment j'automatise. Et ensuite, il y a un deuxième point que tu as amené, Émilie, c'est après les rapports. Les rapports, c'est un autre sujet on peut rester dans Excel et dire, bah voilà, j'ai automatisé, je reste dans Excel parce que ça me plaît. Mais après, on peut dire aussi, moi, j'ai besoin d'avoir un tableau de bord partagé que je vais diffuser. La direction a accès, on a tous accès et puis on partage toute cette même information en direct dans notre rapport. C'est pas un fichier Excel qui est dans un SharePoint quelque part, mais on a ce rapport et avec une expérience utilisateur qui est d'un autre niveau, où vraiment chacun va pouvoir construire la façon qu'il souhaite de voir ses indicateurs, ses graphiques, etc. Chacun va pouvoir se construire cette visualisation dont il a besoin au sein du même rapport. Donc en termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment un autre monde et aussi un aspect une couche de sécurité qui est très importante là-dedans, parce qu'on peut contrôler exactement qui accède à quel indicateur, ce qu'on peut pas faire avec Excel. Moi, c'est souvent un point que je trouve très important, c'est que là, je peux vraiment contrôler. Mais mon chiffre d'affaires en Europe, bah, tout le monde ne peut pas le voir. Tout le monde accède au rapport, mais peut-être tout le monde n'a pas à savoir quel est le chiffre d'affaires en Europe. Peut-être que tu as le Oui. droit de savoir quel est le chiffre d'affaires à Paris. Ok, tu peux avoir ce chiffre, mais peut-être que je veux pas que tu saches c'est quoi le chiffre d'affaires pour l'Europe. Ce genre de niveau de sécurisation que tu vas amener. Donc là, tu entres dans le monde de la business intelligence. Et donc, c'est ça qui est génial.
C'était peut-être un peu long, Émilie, mais Émilie, faut qu'on forme ta sœur sur Power BI en tout cas. En tout cas, avec tout ce que tu as dit, je pense qu'il y a plein de contrôleurs de gestion qui sont convaincus qu'ils doivent passer à Mm, Power BI. Maintenant, la question qu'ils doivent se poser, c'est OK, c'est magnifique, je sais que je vais pouvoir travailler plus rapidement, automatiser mes mm, process, partager, voilà, mm, travailler en équipe, mais comment je fais pour me former? Comment je fais finalement mm, pour sauter le pas et devenir mm. experte Power BI? Comment on s'y prend? C'est quoi le secret? Ouais, ouais, bah ça c'est la fameuse question. En même temps, c'est quand même assez incroyable de se dire que on peut se former à cette technologie aujourd'hui en quelques semaines, Mhm. alors qu'il y a 5 ans, c'était une poignée de spécialistes, il fallait maîtriser beaucoup, beaucoup de choses, ou il y a 10 ans, pour se lancer à BI, ça attirait personne, honnêtement. C'était les informaticiens, le département informatique, personne ne voulait en entendre parler, de la business intelligence, Ouais. puis personne ne savait ce que c'était de toute façon. Aujourd'hui, bah, il n'y a jamais eu autant de formations, de livres. Tu as des livres, tu as des formations, tu as des tutoriels sur YouTube. T'as évidemment des bootcamps. Puis j'imagine que de plus en plus dans les écoles, on introduit ces sujets-là. Effectivement. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant. Finalement, si vraiment tu veux te lancer, il y a pas d'excuse parce qu'il y a tout le contenu, il est là. Même Microsoft lui-même, l'académie Microsoft est gratuite. Tu vas être formé, tu veux les notions de base, tu vas sur Microsoft Learn. Tu as je sais pas combien de 20 heures, 30 heures de parcours à suivre, c'est 100% gratuit. Donc là, je dirais, c'est chacun son appétence. Il y en a qui aiment lire des livres. Il y en a qui ont besoin d'un contact humain parce qu'ils veulent échanger, comprendre. Il y en a qui veulent faire tout seul dans leur coin sur des vidéos. Donc il y a l'embarras du choix, je dirais. Je sais pas si vous partagez. Oui, tout à Mm. Oui, fait. oui, oui, Mm. absolument. Pour Ouais. les personnes qui, bah, du coup, sont intéressées par ta formation que tu proposes aujourd'hui, comment on fait pour déjà accéder à toi? Via quel canal? Ouais. Voilà. Bah, déjà, moi, je partage énormément de contenu sur LinkedIn. Donc, D'accord. première étape, vous pouvez me suivre. J'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui me suivent sur LinkedIn. Et également, vous trouverez sur mon profil ma formation d'introduction à Power BI qui est gratuite. C'est une vraie formation que je mets maintenant gratuitement à disposition. Donc, ça peut être un premier pas. S'il y en a qui débutent et qui cherchent une formation en introduction, bah, ils peuvent venir la suivre avec moi en 1h30. Vous allez avoir toutes les bases sur Power BI. Et évidemment, pour les gens qui veulent aller plus loin, bah, j'ai des formations pour les particuliers, pour les entreprises. Et là aussi, vous pouvez voir sur mon profil. D'accord. Et du coup, là, tu as parlé de formation avec les entreprises. Du coup, sur cet aspect-là, comment tu t'y prends? Comment tu arrives à décrocher des contrats de formation auprès des entreprises? Ouais. Euh, Bah, je te dirais qu'il y a principalement, déjà, j'ai des intermédiaires, donc des gens D'accord. qui m'apportent des opportunités moyennant un accord, etc. Ça, c'est une source importante. Oui. C'est comme ça que je peux rentrer dans de très, très, très belles entreprises. Mais aussi, bah, j'ai la chance d'avoir une belle notoriété sur LinkedIn. Donc, j'ai aussi la chance comme ça, de trouver de très, très beaux contrats. Des gens tout simplement, qui me découvrent sur LinkedIn. C'est ça. C'est mes deux canaux principaux. D'accord. Et en général, Mm. combien de temps est-ce qu'il faut à une personne qui débute, qui démarre sur Power BI pour avoir les bases pour déjà travailler dans son boulot au quotidien? Même si Waouh. c'est très suggestif, hein. Euh, ouais, mais c'est hyper compliqué de répondre à ça parce que euh, t'as des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec l'outil, bah, on le voit au quotidien, avec l'outil informatique. Puis c'est quoi ton background? En fonction du background de la personne, il y a des gens qui sont très à l'aise, par exemple, avec l'abstraction, les mathématiques, etc. Même s'il n'y a pas forcément besoin de ça pour Power BI d'ailleurs. Bon, ça dépend, mais disons que si t'es sérieux, en un mois, 1 à 2 mois, tu peux maîtriser la plateforme de A à Z. Mm. D'accord. D'accord. OK. Après, t'as des formations intensives. Une formation intensive, bah, ça va être une semaine. Si tu veux voir vraiment tout d'un coup, une semaine, 2 semaines, ça dépend vraiment jusqu'où tu veux aller. Mais sur le marché, ça va être 5 jours, une formation intensive pour aller vers
un petit tour. Et après, pour aller au niveau vraiment expert, ça prend encore de la pratique, évidemment. Ok. Euh, alors, à la fin de chaque interview, fin de chaque discussion, du coup, on aime bien voilà, poser cette question à tous les invités, qui est de raconter une expérience. Elle peut être positive, elle peut être négative, elle peut être rigolote, elle peut être voilà tout ce que tu veux. Voilà, qui t'a le plus marqué dans ta carrière, voilà, dans ta carrière en data. D'accord. Excellent. Excellente question. Tu vois, quand j'ai écouté votre podcast, j'aurais dû écouter jusqu'au bout. Comme ça, j'aurais su qu'il y avait cette question, avec cette question à la fin. Euh, je, je, disons que moi, j'étais salarié pendant très longtemps, et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai commencé à euh, partager mon savoir en ligne et à en faire une source de revenus, à vendre mon savoir en ligne. Donc, créer une formation sur Internet. En fait, pour l'anecdote, moi, mes premières formations, c'était sur PowerPoint, sur les présentations. Il y a de ça de plusieurs années. J'ai expliqué aux gens comment créer des PowerPoint. Euh, c'est très impactant, mais sans y passer des heures, avec tous les raccourcis, etc. Puis j'avais créé une formation en ligne. C'était pendant le Covid à l'époque. J'avais monté toute une formation, etc., avec une page pour la présenter, la vendre. Et il y a plein de gens qui ont acheté ma formation. Et donc, ça a été une expérience incroyable pour moi, parce que je me suis rendu compte que je pouvais, mon savoir, mes connaissances que j'avais acquises au fil de mon expérience, je pouvais en faire quelque chose, tu vois, je pouvais le valoriser, Wow. etc. Et donc, ça a été un tournant pour moi. Voilà. Je suis curieuse d'ailleurs d'en savoir plus là-dessus parce que même si c'était le mot de la fin, je C'est la suis un peu... dernière question, hein, Émilie. Faudra me réinviter. Mais en fait, je veux savoir Mm. comment tu t'y es pris parce Mm. que du coup, c'est ta première formation. Donc, en termes de qualité, de montage, euh, voilà, comment ça s'est passé? Et même de communication pour vendre ta formation. Exact, ouais. Ouais, ouais, il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait discuter, mais non, mais je partais pas de zéro. Ça fait déjà quelques temps que j'essayais de faire des petites capsules sur YouTube, etc. J'avais joué avec un outil qui s'appelle Camtasia pour faire des montages. J'avais déjà fait plein, plein de montages, mais plutôt dans mon coin. Puis je te partage à 3 personnes, hein, et donc je partais pas de zéro. Puis j'avais déjà une belle communauté sur LinkedIn à l'époque, et donc ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup boosté là-dedans. Voilà, en résumé. D'accord. Donc, tu as juste communiqué sur LinkedIn et c'est comme ça que les clients sont venus à toi. Euh, oui, c'est ça. Ben, j'avais aussi une newsletter. Bon, il y avait plusieurs briques là-dedans. J'avais aussi la chance d'avoir déjà une petite communauté sur la newsletter, et donc ça m'a aidé également.